Bonjour, bienvenue. On est le 26 mars. Nous avions rendez-vous le 26 mars pour un Facebook en direct, un Facebook Live, pour répondre à vos questions, etc. Mais des problèmes techniques que nous n'avons pas réussi à régler ont fait que nous sommes dans la production d'une vidéo. Alors, et je vous dis tout de suite, si vous avez des questions à la fin du visionnement du vidéo, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et dans un avenir prochain, nous ferons d'autres Facebook Live où nous ferons des vidéos comme ça pour répondre à vos questions et qui sont importantes, surtout dans ce temps de COVID-19 qui suscite beaucoup de questions et beaucoup d'émotions. Alors, en commençant, le COVID-19, au fait, on pourra dire un jour qu'il y a eu avant le COVID-19, on faisait ça d'une certaine façon, et après le COVID-19, dans le monde, on fait ça d'une autre façon. Alors, il y a peut-être des enseignements à apprendre de ça. Alors, regardons sous quel angle on peut regarder ça. J'aimerais commencer en félicitant particulièrement et très sincèrement nos dirigeants politiques et tous les gens derrière eux, qui sont des centaines et des milliers probablement, qui essaient de nous rendre la vie plus facile dans des temps difficiles. Alors, moi, ce qui me touche, c'est leur courage. Comment ces gens-là, j'écoutais tantôt le premier ministre de la province de Québec, François Legault, ce matin, Justin Trudeau, qui font des efforts. Et essayez d'imaginer, d'abord, le courage que ça demande. Ils font des efforts tels. Ils travaillent combien d'heures par jour? Combien de jours par semaine? Combien d'heures de sommeil ont-ils? Ont-ils des anxiétés pour leur santé, celle de leurs enfants, celle de leurs conjoints? Et surtout, seule la santé, la vôtre, la mienne, tous ceux qu'ils représentent et qui sont là pour essayer de nous rendre la vie plus aisée, plus facile. Alors, je pense qu'il faut reconnaître ça et c'est très important. Et si on regarde le choix, et ça, c'est probablement ce qui est plus difficile, qui nous manque le plus de courage, jusqu'où je peux arriver à sauver le plus de vies, jusqu'où je ne dois pas compromettre la santé financière des gens, ceux qui sont propriétaires de commerce, les employés, tout ce beau monde-là. Et là, il y a des choix difficiles à faire. Alors, je vous félicite le courage que vous témoignez. Et si on regarde, on a eu encore ce matin, comme quoi que le gouvernement fédéral promet en allocation d'urgence 2 000 $ par personne par mois pour 4 mois si vous en avez besoin. Alors ça, c'est excessivement important. L'assurance chômage, tout ça. Alors, il y a des centaines de milliards. Au Canada, on est rendu, je pense, à 120 milliards de dépenses pour assurer notre bien-être. Et au Québec, au-delà de 25 milliards. Alors, on est rendu probablement à plus de 150 milliards de dollars pour assurer notre tranquillité d'esprit. Et je pense qu'il faut féliciter et remercier ces gens-là qui font des efforts pour essayer de rendre la vie plus facile. Et le message finalement derrière ça, pour moi, c'est l'espoir. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir face à ça? J'ai toujours dit que nos difficultés, nos erreurs, les épreuves qu'on vit sont de merveilleuses opportunités pour nous améliorer. Merveilleuse opportunité pour nous améliorer. Alors, j'entends, on sait bien, lui, il est docteur, c'est pas pareil, il nous comprend pas, je suis né pour un petit pain, moi, là, je peux pas. Si vous êtes dans cette façon de penser, que vous êtes en mode problème, vous êtes concentré sur pourquoi ça ne marchera pas. Et là, le message que j'aimerais vous apporter dans cette vidéo, c'est changer vos lunettes de côté et quelle pourrait être une solution. Mettez-vous en mode solution et faites le vide et dites qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Et à plusieurs niveaux, pensez-y en termes de faire un bilan personnel, physique. Alors, est-ce que j'ai des problèmes de santé physique? Alors, mon poids, ma pression artérielle, mon diabète, mon cholestérol, ma circulation, mes douleurs arthritiques. Faire un bilan de votre santé psychologique aussi. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis serein? Ou je suis plutôt tendu? Ou je suis plutôt colérique? Faire le bilan, prenez le temps pour faire ça. Et un bilan financier. Alors, mes entrées, mes sorties, ce que je dois, ce que je veux, et de faire un bilan. Et pour apprécier ce que vous avez. Alors, si vous êtes en mode, bon, non, moi je suis né pour un petit pain, je ne peux pas faire ça, stop!
faites la technique du stop. Arrêtez. C'est une pensée que vous avez et vous avez le choix de penser autrement. Je comprends que ce n'est pas encore une habitude, mais ça pourrait le devenir. Alors, en vous mettant en mode solution, qu'est-ce que pourrait être une solution à mon problème? Prenez soit sur votre ordi, ou un crayon et un papier, écrivez qu'est-ce qui pourrait être, même ce qui vous semble le plus farfelu. Écrivez-le. Et après, vous pouvez regarder vos réponses et dire lesquelles choisir qui va amener un changement dans ma vie personnelle, physique, ma santé morale, psychologique et ma santé financière. Et peut-être que vous pourrez dire après la COVID-19, à mon sens, parce que ça va bien, là, je pense que quand je regarde, j'analyse la tendance, d'ici quelques semaines, un mois au maximum, vous pourrez peut-être dire merci de la COVID-19. Et si vous arrivez à ça, bien, je pense qu'on aura fait un grand pas. Vous aurez fait un grand pas et on pourra continuer à faire équipe ensemble. Nous avons su, et envoyez vos questions comme je vous disais, nous avons su une question de Nathalie, et qui suite au visionnement des autres vidéos qu'on a fait sur le COVID, qui nous dit, bonjour Doc, je suis totalement d'accord avec vous, vos enseignements sont logiques, remplis de sens et réalistes. Merci de contribuer au calme et au bon sens. Merci Nathalie. Ça fait partie, des fois je dirais c'est ma paye pour le travail. Je n'ai pas le goût de dire le travail que je fais pour vous rencontrer et partager avec vous parce que ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et c'est un échange et alors j'en suis le premier finalement payé pour ce que je fais. Alors elle continue, j'ai une question qui m'embête depuis longtemps. Quelle est la différence entre le virus annuel et le virus actuel? Et la deuxième question, c'est pourquoi cette panique cette fois-ci? Il y a des grippes qui ont passé, qui étaient beaucoup plus graves, et cela n'a pas engendré une hystérie. Merci. Alors, Nathalie, je réponds à la première partie. Habituellement, les autres années, il y a des virus comme les rhinovirus. Il y a plusieurs virus qui circulent continuellement et à des périodes de l'année, automne, hiver, évidemment, dans notre pays à nous, c'est plus fréquent. Alors, les rhinovirus vont créer plus ce qu'on appelle des rhumes. Alors, on en a eu tous probablement ou à peu près, et ça passe en quelques jours, un peu de fièvre et tout. Et on se guérit soi-même, on a cette capacité-là. Une autre sorte de virus qui était plus virulent, c'est l'influenza. Alors, il y a plusieurs types d'influenza parce qu'ils mutent, ils changent à tous les ans, de sorte qu'on arrive difficilement des fois à avoir le bon vaccin pour le bon virus contre l'influenza. Alors là, ça va donner des symptômes qui s'apparentent à ce qu'on appelle la grippe. Là, je suis pas mal plus malade, j'ai plus de fièvre, ça se peut que je manque une journée ou deux, ou trois peut-être de travail. Ceux qui ont des problèmes pulmonaires, d'asthme, etc., vont être plus sujets à des bronchites, peut-être pneumonie. Les gens plus âgés vont l'être aussi. Et on a un vaccin qui n'est pas toujours malheureusement aussi efficace parce qu'il y a beaucoup de mutations de ces virus-là. Mais on vit avec ça. Comme il n'y a pas de déclaration obligatoire pour le virus de l'influenza, on ne sait pas vraiment combien dans une année le font. Et les incidences qui vont avec ça. Actuellement, on a un nouveau virus. C'est un coronavirus. Alors, c'est une famille qu'on connaît déjà. Il y a eu, entre autres, si vous vous souvenez, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait frappé quelques centaines de décès dans la région de Toronto, entre autres, alors qui était très sévère, beaucoup plus virulent que le COVID-19, mais heureusement beaucoup moins contagieux. Le COVID-19 est très contagieux, on pense que 40 à 70% de la population vont le faire, mais très peu virulent. Alors, évidemment, il va être virulent pour ceux qui sont malades, maladies chroniques, immunodéficients, personnes âgées, malades encore plus. Mais autrement, le risque mortel, selon ce qu'on apprend des pays avant nous qui l'ont eu, la Chine et les autres pays, l'Asie, les Philippines, etc. Alors, c'est 1 à 2% peut-être de risque mortel et probablement beaucoup moins que 1%, parce que on dit qu'ils ont commencé à voir en Chine le COVID-19 en décembre.
mais fort probablement c'est au moins en octobre. Parce que comme il y a à peu près une personne ou deux sur 100 qui va faire une maladie grave et qui va peut-être en décéder, ça veut dire qu'il y en a peut-être eu 98 sur 100 avant qui ont fait un rhume, et, parce que beaucoup de gens ont peu de symptômes, comme avec les rhinovirus, un rhume ou une grippe un peu plus forte, mais pas plus. Donc, avant qu'on se rende compte, il y avait des centaines et des milliers probablement de personnes contaminées. La même chose au Québec. Alors donc, il y a, le risque est moins qu'1% au point de vue santé et mortalité qu'autrement. Alors ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Alors, à la deuxième partie de la question, c'est pourquoi cette panique cette fois-ci? Alors, si on regarde la chaîne des événements, il y a l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un groupe d'experts en santé publique qui est là et qui surveille à travers le monde qu'est-ce qui peut se propager comme contagion. En Afrique, il y a eu l'Ebola. Dans certains pays d'Afrique, mortel à 50% des gens qui l'attrapent. Heureusement, ça n'a pas été très contagieux et ça n'a pas sorti de ces pays-là. À cause des mesures faites par l'OMS d'isoler les gens pour que le virus reste là. D'autres virus qu'on connaît bien, le sida, je veux dire, c'est un virus qui est encore présent, mais qui se propage beaucoup moins. Mais quand on l'a, il est très contagieux, mais il se propage plus difficilement qu'un virus avec des symptômes respiratoires. Alors, les experts de santé publique ont fait leur travail, ils ont alerté les gens, la population, le monde, bien, regardez, il y a un problème en Chine, oups, on a commencé à les mesurer, il y en a de plus en plus, il y en a en Corée, il y en a en Europe, il y en a au Québec, il y en a aux États-Unis. Alors, il fait ça et il dit aux gens, mais si vous voulez réduire la mortalité, bien, il faut faire de l'isolement, il faut se laver les mains, il faut garder une distance entre les individus pour ne pas propager le virus. Les politiciens qui ont à cœur le bien de la population, sont élus pour ça, entendent ça et disent, bon, ben, notre devoir comme gouvernement, c'est de prévenir tant que possible, puis de garder la qualité de la santé des gens. Alors, ils font des directives, et pour ça, ben, ils les annoncent à la télé et dans les différents médias. Les médias, eux, veulent aussi aider puis faire connaître les mesures à prendre de base pour pas que l'épidémie se propage. Mais les médias aussi, il y a beaucoup de médias et il y a une compétition entre les médias et on sait très bien qu'une façon d'attirer l'attention de ceux qui vont, des auditeurs, c'est de travailler beaucoup en message sensationnel, hein, le sensationnalisme. Et on va utiliser des expressions importantes. On va dire par exemple une explosion, parce qu'il y a quelques centaines de cas mesurés par les tests. On va dire il y a une explosion, il y en a 100, il y en a 200. Une explosion, c'est pas ça, là. Premier ministre français, Macron, qui dit « nous sommes en guerre ». Non, la guerre, c'est pas ça. La guerre, on s'entretue, il y a des morts, puis, etc. Alors, il y a beaucoup de messages qui font peur, qui sont sensationnalistes et qui dépassent ce que devrait être la réalité. Alors, et le fait d'entraînement, si un pays a peur, l'autre pays a peur, l'Italie, ça va pas très bien, l'Espagne, alors on a tous un peu la crainte, l'angoisse existentielle. Alors, derrière ça. Alors, je pense que ce sont les raisons, Nathalie, pourquoi aujourd'hui que ça a pris des proportions de cette dimension-là. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Moi, personnellement, je pense qu'il faut voir ça d'un œil intéressant. D'abord, la Chine, où ça a commencé probablement en octobre, on a commencé à mesurer les cas à partir de décembre, probablement, dans une région, une province qui s'appelle Hubei, et la ville Wuhan, mon chinois n'est pas très bon, qui compte au-delà de 50 millions de personnes. Et 2 mois et demi plus tard, là, les activités reprennent, les usines se mettent à tourner, les gens reprennent à voyager, ils sortent de leur isolement. Alors, c'est donc le premier modèle qu'on a avec assez de données pour
voir ça. Ce qu'on se rend compte, c'est une courbe peut-être de 3 mois, ou un mois et demi, il y a de plus en plus de gens qui propagent ou qui se contaminent, et après ça, de moins en moins de gens. Toutes les épidémies virales dans le monde ont toujours cette courbe-là jusqu'à présent, de toute façon. En Corée du Sud, il semble qu'ils ont encore des résultats encore mieux que ça. La courbe québécoise, ça c'est important. Et grâce à nos dirigeants, encore une fois, la courbe, là, on a l'impression qu'il y a plus de cas, mais il n'y a pas nécessairement plus de cas. Il y a plus de gens qui se font tester. Je pense que ces cas-là étaient déjà là. Ils étaient déjà là peut-être depuis le mois de fin décembre, janvier probablement, et on ne les mesurait pas, donc on ne pouvait pas dire qu'il y en avait. Alors, si on regarde ça, et on regarde le nombre de décès, aujourd'hui, le 26 mars, au Québec, il y a 8 décès. Malheureux. De personnes âgées, c'est malheureux, mais il est certain que plus qu'on avance en âge, on va mourir de quelque chose. Tu sais, on peut pas... Tout le monde... Moi, je vous annonce, là, je suis mortel et je vais mourir un jour. J'ai le goût de vous annoncer que vous êtes aussi mortel et que la probabilité que vous mouriez un jour est 100%. Et on vit avec ça, c'est normal. Je veux dire, mais on essaie évidemment d'améliorer autant que possible la vie des gens aussi âgés et des gens aussi productifs. Alors, tu sais, dans cette COVID-là, dans cette épidémie-là, il y a l'insécurité financière. Là, on a parlé un petit peu, il y a 150 milliards au Canada et au Québec qui sont investis pour soulager avec des minimums d'argent pour à peu près tout le monde. Conseil, si vous souffrez d'insécurité financière importante, ce que je vous conseille, refaites votre budget. Hein, oui, vos dépenses, vos entrées, ce que vous devez, et faites-le par écrit ou sur ordinateur et faites-le d'une façon très objective. Et s'il faut, entourez-vous d'une personne compétente en qui vous avez confiance. Ça peut être un comptable ou un gérant de banque ou une personne que vous connaissez qui sait qui va bien vous renseigner là-dessus. Et regardez les choix que vous avez à faire. Est-ce qu'on peut modifier des fois certaines dépenses, plus ci, plus là, etc. C'est important parce que vous allez dédramatiser. Alors, c'est un des problèmes, c'est dans les émotions, dramatiser, bien, beaucoup de gens ressentent comme une insécurité financière, comme une angoisse existentielle. Je suis menacé de mourir si je n'ai pas assez d'argent qui rentre dans mon compte de banque. On est dans une société de consommation où l'argent a pris toute la place. Et là, il faut peut-être se resituer par rapport à ça et demander d'où vient cette angoisse existentielle. Est-ce que c'est de l'argent ou c'est de l'angoisse existentielle qui vient que je suis seul chez moi et je me sens abandonné? Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons comme ça. Alors, posez-vous la question, vous allez probablement y trouver des réponses. Et sinon, consultez. Prenez un rendez-vous avec un psychologue et ça vaut la peine parce que votre qualité de vie va s'améliorer. Mettez-vous en mode solution. Alors, regardez les opportunités que vous avez. Bon, si je ne suis pas satisfait de telle chose, est-ce que je peux entreprendre d'autres choses? Est-ce que je peux diversifier mon approche, etc.? Mettez-vous en mode solution et visualisez les bénéfices que vous voulez. Ça vaut à peine si je fais ça. Et passez ce film mental-là régulièrement tous les jours et mettez-vous disponible pour faire les efforts qu'il faut pour arriver à vos nouveaux buts. Méfiez-vous des chiffres et des prophètes de malheur. Le nombre de cas qu'on vous présente à l'écran, par exemple, quand vous regardez, ne vous fiez pas au nombre de cas parce qu'il n'est pas le reflet de la réalité. Il est le reflet de ce qu'on mesure. Alors qu'il peut y avoir 2-3 fois plus de monde qui l'ont depuis 2-3 mois alors, on ne peut pas baser, dire que ça va plus mal, il y a plus de contagion, pas nécessairement, on les mesure plus, alors ne vous fiez pas à ça. Le seul nombre qui est important, qui est plus fiable, c'est le nombre de décès. Ça, quand il y a un décès, on est capable de comptabiliser ceux qui sont morts, qui semblent reliés à ça. Le nombre de personnes guéries, ça ne fonctionne pas non plus, parce que, si on n'est pas capable de mesurer combien de gens l'ont au départ, parce que nos tests ne sont pas assez nombreux qu'on ne les fait pas à tout le monde, et que ça prend 2 autres tests après la COVID pour dire que vous êtes guéri, bien, ça ne donne pas un chiffre réaliste. Alors, regardez pas ça, c'est inutile. Le vrai risque, c'est moins de 1%, et c'est des fractions, des dizaines, des centaines et des milliers
moins de 1%, un millième de 1% souvent, si on regarde par rapport soit à la population ou aux gens. Méfiez-vous des gens qui disent qu'il y a une explosion, que c'est très virulent pour certaines personnes, mais la majeure partie, c'est plutôt bénin, heureusement d'ailleurs. Arrêtons de nous comparer avec l'Italie, l'Espagne ou les autres parce que c'est pas réaliste. On n'est pas tous dans les mêmes conditions et on n'est pas en guerre non plus. Alors, les chiffres du Québec, finalement, ben, je pense qu'ils sont rassurants. Probablement, on peut penser que d'ici 2 ou 3 semaines, la courbe va être sur son déclin. Et les économistes évaluent que, bon, si on parle d'un arrêt de 4 à 6 semaines dans une société comme la nôtre, où 40% des gens sont sans emploi temporairement, ben, ils parlent peut-être que ça peut donner un ralentissement du PIB, là, du produit intérieur brut, de 7%. Alors, sur un an, ça va être pas si... Parce qu'après ça, il va y avoir un boom économique, c'est certain. Alors, il n'y a pas de hasard. Nous avons tous l'opportunité d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur la société, sur notre budget, sur la gestion de notre stress et nos émotions. Une chose importante, appréciez ce que vous avez, pas ce que vous n'avez pas. Bon courage, puis peut-être on pourra dire, ben, merci la vie. Salut, à bientôt. N'oubliez pas vos questions.